Bonjour, dans la capsule aujourd'hui, on va parler des anticorps monoclonaux. Je vais vous décrire ce qu'ils sont, je vais vous dire aussi comment on les fabrique, mais je vais aussi vous donner des exemples d'utilisation que l'on en fait et vous allez réaliser que certains des produits dont je vais parler, bien vous les connaissez et vous les avez peut-être déjà vous-même utilisés sans savoir qu'il y avait des anticorps monoclonaux d'impliqués dedans. Allons voir ça. Donc, avant de parler d'anticorps monoclonaux, il est peut-être bien de faire un rappel sur ce que sont les lymphocytes B et les anticorps. Les lymphocytes B, c'est ce que vous voyez à gauche, ce sont des cellules du système immunitaire qui ont la responsabilité, la tâche de produire les anticorps. Les anticorps, vous en voyez tourner un à droite, ce sont des protéines donc, qui ont pour but de se fixer sur des antigènes ou sur toute molécule considérée étrangère par notre corps. Donc, les lymphocytes B sont les cellules, à gauche, qui produisent les anticorps. Maintenant, quand on parle d'anticorps monoclonaux, il faut aussi faire la distinction entre les anticorps monoclonaux et les anticorps polyclonaux. Par exemple, dans votre corps, quand vous vous faites infecter par un micro-organisme, que ce soit un virus, une bactérie, un mycète, peu importe, vous allez produire des anticorps contre les antigènes qui sont présents sur ce micro-organisme-là. Les antigènes, ce sont des structures étrangères à votre corps. Donc, sur un même antigène, ce que vous voyez ici, il peut y avoir ce qu'on appelle divers épitopes. Les épitopes, ce sont les régions précises qui sont reconnues par les anticorps. Et chaque anticorps va toujours reconnaître la même région, donc le même épitope. Donc, quand on se fait infecter par un micro-organisme, on va activer plusieurs cellules B qui elles-mêmes vont produire des anticorps différents. Donc, par exemple, l'anticorps que vous voyez avec la pointe rouge ici serait produit par un lymphocyte B, on va l'appeler, bon, supposons le C. Ensuite, le bleu, ce serait un lymphocyte B, que l'on appellerait le B, et le jaune, ce serait un lymphocyte B, qu'on appellerait le A. Donc, chaque lymphocyte B va toujours produire un anticorps contre un épitope ou la région d'un antigène précis. Donc, quand on se fait infecter par un micro-organisme, on va produire ce qu'on appelle des anticorps polyclonaux, donc un mélange d'anticorps produits par différentes cellules B. Maintenant, quand on veut des anticorps monoclonaux, on veut isoler des anticorps très précis contre un épitope donné. Donc, par exemple, les anticorps qui sont produits ou que l'on veut produire contre la COVID-19 vont être des anticorps contre une région très précise, entre autres de la protéine Spike S, donc qui est une protéine très caractéristique de ce coronavirus-là, que l'on veut cibler pour ultimement neutraliser ces virus-là. Parce qu'un anticorps, une de ses tâches principales, s'il reconnaît sa cible, ça va être de s'y fixer, il va le neutraliser et en plus, il va attirer des cellules immunitaires, comme des macrophages ou des neutrophiles, qui vont venir manger, éliminer le micro-organisme. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans la présente vidéo, ce sont les anticorps monoclonaux. Comment on peut les produire? Et là, ça serait très technique, donc je vais le vulgariser le plus possible. Il y a plusieurs façons de produire des anticorps monoclonaux. Ce que l'on peut faire, je vais commencer par l'image de gauche, c'est la technique de ce qu'on appelle les hybridomes. Dans la technique des hybridomes, ce que l'on va faire, c'est que l'on va immuniser une souris avec les antigènes d'intérêt. Donc, par exemple, vous avez ici une souris à laquelle on injecte, par exemple, les antigènes de la COVID. Ça pourrait être ça. Parallèlement à ça, on va mettre en croissance des cellules tumorales qu'on appelle des cellules myélomateuses. Paradoxalement, les cellules tumorales, parce que bon, nous, quand on parle de cancer, de tumeur, on voit ça négativement et pour raison, parce que souvent, ça peut entraîner le décès de la personne. Mais paradoxalement, les cellules tumorales, lorsqu'elles sont mises en culture, elles sont immortelles. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles vont se diviser indéfiniment. Et c'est un peu ce qui se produit dans le corps. C'est que dans une tumeur, les cellules se divisent sans arrêt, sans contrôle, et ça finit par avoir un effet néfaste sur la santé globale du corps, ce qui peut bloquer certaines fonctions vitales, altérer des fonctions au niveau du cerveau, puis ultimement peut-être causer la mort. Donc, ce que l'on veut, c'est qu'en injectant des antigènes à une souris, cette souris-là va produire une grande quantité de lymphocytes B. Les lymphocytes B vont produire des anticorps. On récupère aussi donc les cellules myélomateuses. Et là, ce que l'on veut faire, c'est une fusion cellulaire.
Donc, à l'aide d'une substance qu'on appelle le polyéthylène glycol, on va placer les lymphocytes B récupérés de la rate de la souris en présence des cellules myélomateuses et ce que l'on espère, c'est qu'il va y avoir fusion. Donc, on veut les caractéristiques des deux cellules. On veut que la cellule hybridome produise des anticorps, mais on veut aussi qu'elle devienne immortelle comme l'est la cellule myélomateuse, parce que l'on veut que cette cellule-là vive longtemps, donc soit immortelle, et qu'elle produise une énorme quantité d'anticorps que l'on pourra récupérer par la suite. Donc, on met le tout en culture et par la suite, on récupère les anticorps qui sont produits par nos hybridomes. On peut aussi le faire à l'aide de plantes modifiées génétiquement. Et ça, j'ai déjà fait une capsule par le passé concernant un traitement qui avait été mis au point dès le début de la pandémie de COVID-19. Donc, c'était la compagnie British American Tobacco qui avait modifié génétiquement des plantes pour qu'elles produisent des anticorps monoclonaux, donc spécifiques contre la COVID. Grosso modo, on va modifier la plante de plusieurs façons, ou on peut la modifier de plusieurs façons. On peut cloner le gène d'intérêt, donc, ou les gènes qui vont produire les anticorps dans une bactérie, du genre Agrobacterium par exemple, ou on peut insérer l'information génétique dans un virus et on va injecter ou bien la bactérie ou bien le virus dans la plante et la plante par la suite va produire des anticorps qui nous seront utiles pour diverses raisons. Allons voir quelles sont ces possibles raisons-là. On peut utiliser des anticorps monoclonaux, par exemple, pour faire la détection ou le diagnostic d'infection. Par exemple, le test que vous voyez ici, c'est un diagnostic pour des infections à streptocoque. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un mal de gorge important, on suspecte que ce soit une infection bactérienne. Donc, on va récupérer un échantillon de la salive du patient. On va mettre les petites bandelettes qui sont là en présence de sa salive qui aura été traitée avec divers produits. Et donc, la salive va monter le long de la bandelette. Et dans la bandelette, il y a les anticorps qui s'y retrouvent. S'il n'y a pas, par exemple, de bactéries, on va voir juste une bande apparaître. Donc, c'est la salive, dans le fond, le liquide qui va faire apparaître une bande ici. Par contre, si des antigènes bactériens sont présents, donc imaginez que vous avez des petits antigènes de la bactérie qui sont présents dans la solution et qu'il y a des anticorps, donc ces antigènes-là vont être captés par les anticorps et les anticorps sont placés là, dans la bandelette. Et ce qui va arriver, c'est que si l'anticorps capte les antigènes bactériens, ça va faire apparaître une deuxième bande sur notre petite bandelette et ce sera à ce moment-là un test positif. Ce que l'on peut faire aussi avec des anticorps monoclonaux, bien, ce sont des traitements contre certaines maladies infectieuses. Donc, par exemple, l'image que vous voyez à droite, ce sont des anticorps monoclonaux qui ont été produits dans le but de neutraliser les virus de la rage. Donc, par exemple, si vous vous faites mordre, attaquer par un animal enragé et que vous n'êtes pas vacciné, donc on pourrait vous administrer ces anticorps-là. Donc, on vous les injecte. Ces anticorps-là vont aller reconnaître et se fixer sur le virus de la rage et l'empêcher, ce virus-là, d'entrer dans vos cellules et de causer la maladie. Donc, c'est un moyen pour aider votre corps à lutter contre un micro-organisme parce que vous n'auriez pas le temps de produire vos propres anticorps contre un virus, par exemple, comme celui de la rage. Donc, on vous aide en vous injectant des anticorps qui ont été produits dans un autre animal ou en laboratoire. On pourrait aussi avoir des anticorps contre l'anthrax, qui est une infection bactérienne, contre la C. difficile, Clostridioides difficile, donc qui est une bactérie qui cause de graves problèmes digestifs. Donc, on a des anticorps contre cette bactérie-là aussi. Il y a aussi un traitement qu'on appelle le ZMapp qui a été développé contre le virus Ebola. Donc, quand il y avait eu une épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, on avait utilisé ces anticorps-là pour traiter les personnes. Le fameux ZMapp, justement, a été fabriqué à partir de plantes modifiées génétiquement. Puis, une avenue possible aussi de l'utilisation des anticorps monoclonaux, ce serait le traitement du cancer. Comment ça fonctionnerait? C'est qu'on aurait un anticorps ici, sur lequel on viendrait fixer ou bien une toxine ou un médicament. Donc, imaginez par exemple un médicament que l'on utilise généralement en chimiothérapie. Le problème avec la chimiothérapie, c'est que ça va se distribuer partout dans le corps et ça peut causer des effets secondaires assez importants, perte de cheveux, troubles digestifs, etc. Donc là, si on pouvait fixer notre médicament à un anticorps, en injectant l'anticorps, l'anticorps va se rendre spécifiquement au lieu de la tumeur, va s'y fixer
et livrerait directement dans la tumeur la toxine ou le médicament, ce qui ferait en sorte qu'il y aurait peut-être moins d'effets secondaires et on aurait un traitement beaucoup plus ciblé. D'autres utilisations, donc on a les traitements de la COVID et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai fait la capsule. On est encore une fois dans la pandémie. Je vous parle en direct du 24 janvier 2021. Donc, on vient de voir dans les journaux aujourd'hui que l'Allemagne donc, va utiliser le traitement expérimental qui avait été utilisé, on le croit, avec succès pour traiter l'ancien président, parlons au passé, ça fait plaisir, l'ancien président américain Trump, donc qui avait été infecté par la COVID et qui avait reçu ce traitement-là. Donc, on a administré des anticorps monoclonaux à Donald Trump, ce qui a fait en sorte que ça lui a permis de plus rapidement se remettre de l'infection à la COVID. Donc, il y a 2 compagnies qui s'y sont appliquées beaucoup. Donc, on a Regeneron et Eli Lilly. Puis, il y a aussi British American Tobacco dont j'ai parlé tantôt. Donc, si vous allez, par exemple, sur le site de la compagnie, donc vous allez avoir beaucoup d'informations sur le développement de leurs anticorps monoclonaux contre la COVID. Donc, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Puis, ce traitement-là donc, a été approuvé par la Food and Drug Administration, donc l'organisme américain qui homologue les vaccins, médicaments, etc. Et application un petit peu plus commune, on va le dire comme ça, donc les fameux tests de grossesse. Donc, les tests de grossesse, c'est une application des anticorps monoclonaux. Et pour l'expliquer, je vais aller vous faire un superbe dessin. Je vais vous montrer mes talents. Donc, par exemple, supposons que j'ai mon test de grossesse ici. Donc, dans un test de grossesse, on veut détecter la présence de l'hormone HCG. Donc, comment on récupère ou on veut détecter la HCG? Eh bien, c'est à partir de l'urine. Donc, la femme qui suspecte ou croit être enceinte, donc on récupère l'urine. Donc, l'urine va être appliquée sur la petite bande. Et ce qui peut arriver, c'est que si l'hormone HCG est présente dans l'urine, donc elle va migrer en même temps que l'urine sur la bande. Sur la bande, on va retrouver des anticorps qui vont être placés stratégiquement sur la bandelette. Donc, si les hormones sont présentes, elles vont se fixer sur les anticorps et ça va faire apparaître une belle bande comme celle-là, okay, sur notre test. Et le simple fait qu'il y ait de l'urine, ça va faire aussi apparaître une bande comme celle-là. Donc, on va avoir un beau positif, un beau plus, ou on pourrait avoir, par exemple, aussi là, 2 bandes bleues qui vont apparaître. Donc, s'il y a 2 bandes, c'est positif. S'il n'y en a seulement qu'une, ce sera négatif. Et voici une réaction prise sur le vif lorsque vous apprenez que votre conjointe est enceinte. Et c'était tout à fait une bonne nouvelle, donc j'en suis très, très, très heureux, mais quand même, on réalise que ça va changer notre vie. Autre utilisation, bien dans le milieu alimentaire, dans l'industrie alimentaire, on peut utiliser des tests qui utilisent les anticorps monoclonaux pour détecter, entre autres, et identifier des mycotoxines, donc des toxines produites, par exemple, par des moisissures, des micro-organismes d'altération. Donc, si on veut détecter la présence, encore une fois, de bactéries, de moisissures ou de levures qui pourraient altérer l'aliment en question, détecter la présence d'allergènes, okay, par exemple des produits laitiers, des arachides, détecter la présence de pathogènes alimentaires comme la salmonella, la shigella, certains types de E. coli. On pourrait aussi vouloir détecter la présence d'OGM. Donc, si vous voulez que votre pain, par exemple, soit exempt de tout OGM, donc il y a des compagnies ou certains organismes gouvernementaux qui vont utiliser des tests comme cela pour détecter si oui ou non il y a une des molécules que je viens de nommer. On peut aussi faire de l'immunofluorescence. À ce moment-là, c'est plus dans la recherche et regarder la beauté des images que ça peut produire. Donc, on marque des anticorps avec des fluorochromes. Donc, par exemple, vous auriez un anticorps sur lequel on a placé une molécule fluorescente. Un anticorps, par exemple, si on regarde l'image de gauche, qui pourrait reconnaître le cytosquelette de la cellule, et le fluorochrome serait un fluorochrome rouge. Donc, on le verrait apparaître en rouge. Un anticorps par la suite avec un fluorochrome différent qui donnerait une couleur bleue. Donc, dans ce cas-ci, l'anticorps se fixerait sur le noyau cellulaire. Et par la suite, on pourrait avoir un fluorochrome vert avec un anticorps différent qui, lui, viendrait se fixer sur les structures, par exemple, des ribosomes, qui donneraient une coloration verte. Donc, on pourrait identifier les différentes structures cellulaires à partir d'anticorps
eux-mêmes marqués avec des fluorochromes différents. Et ce genre d'expérience-là, on peut le faire relativement facilement. Là, on le fait au cégep de l'Outaouais, entre autres à partir de fibroblastes de hamster. Puis il y a aussi, pour terminer, l'immunohistochimie. Donc, ce sont des techniques qui utilisent des anticorps, encore une fois, mais des anticorps marqués avec des enzymes. Enzymes à laquelle on va donner un substrat, donc un produit que l'enzyme utilise et transforme. Donc, par exemple, j'ai mon produit ici. L'enzyme l'utilise et provoque un changement de couleur, par exemple. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'image de droite. Donc, par exemple, pour le diagnostic du cancer, on pourrait avoir un anticorps qui se fixe sur les cellules, par exemple, tumorales, et un deuxième anticorps, ça commence à être précis, mais un anti-anticorps, donc l'anticorps initial se fixe sur la cible. J'ai ensuite un anticorps qui se fixe au premier anticorps, et ce deuxième anticorps-là est lui-même marqué d'une enzyme qui va provoquer le changement de couleur que l'on voit. Et là, ça pourrait être, par exemple, diagnostic de cancer ou d'une maladie quelconque. Donc voilà, ce sont les divers usages, et il y en a d'autres, des anticorps monoclonaux. J'espère que vous avez appris quelques trucs là-dessus. Bonne fin de journée.